Dino Buzzati, le comte. Le petit vieux Fluet se leva de son siège, il pencha imperceptiblement sa minuscule tête d'oiseau et ses épaules, en un geste qui lui était propre. C'était une larve, un sous-alimenté, une mèche de lampe consumée, un pauvre malheureux. Alors, tout tremblotant, il prit une enveloppe blanche qui était posée sur la table et la tendit d'une main incertaine à Joseph de Zintra, le poète, qui attendait, debout devant lui. Sa bouche tenta même une vague ébauche de sourire, et puis il dit « Qui sait ce qu'il voulait exprimer ? Il ne fit entendre que ce son-là. C'était une toile d'araignée, une feuille morte. Pire, c'était un être terriblement consumé et tout proche de l'inévitable fin. Et pourtant il était en frac. Un très beau frac recouvert de décorations. Il était sanglé dans un merveilleux uniforme alourdi d'épaulettes, de pompons et de médailles, uniforme de général, d'amiral, uniforme de cavalerie, de parachutiste, de blindé, uniforme d'artillerie et de mitrailleur, uniforme l'un sur l'autre et l'un dans l'autre, car il était Sa Majesté l'Empereur, maître des corps des âmes, président des confédérations universelles, chef suprême des extensions territoriales du Nord et du Sud, lumière des mondes, soleil incarné, concentrant en lui de façon terrifiante la puissance qui dominait les trois quarts de la terre, il en émanait une force démesurée. La main tremblotante et ferme, le sourire grimaçant et radieux, il tendit l'enveloppe blanche au poète Joseph de Zintra, qui la prit en s'inclinant très bas, comme il convenait dans un salut étudié auparavant. Une trompette sonna, une larme brilla çà et là dans la foule, les applaudissements, les drapeaux flottant au vent, lueurs de flash, allongements surnois des télécaméras, comme autant de têtes de brontosaures. Enfin, la fanfare impériale attaqua l'hymne de l'univers pour exalter les esprits. C'est ainsi que prit fin la cérémonie pour la remise de son prix au poète Zintra. Rien de plus. Alors il se sentit osciller sur les ondes suprêmes de la gloire, sensation divine, disent ceux, et ils sont rares, qui l'ont éprouvé. Mais il se mêlait aussi à cette sensation la nausée de la grande chose espérée et obtenue, qui subitement se dégonfle comme un sac plein d'air, et il ne vous reste plus rien entre les doigts. Suivi d'une escorte, il traversa la place du Palais Royal, encore des applaudissements çà et là, des déclics d'appareils photo, des jeunes filles qui se pressent autour de lui, le regard implorant, dans les 16-17 ans, minces, désirables, et l'assaut des questions crétines et intellectuelles. « Mais quel est le sens caché de votre poème, Localité ? Quel est le sens ? Quel en est le substratum philosophique ? Et le message ? Parlez-nous de votre message. Pensez-vous, maître, que seule l'humanité future sera en mesure de le recueillir, ou bien croyez-vous que nous aussi ?» Et lui de répondre que bien sûr, que naturellement, mais certainement, tout en éprouvant le désir de les traiter à coups de pied dans l'océan, mais il sourit pourtant et plaisante, flatté. La foule serrée des admirateurs le talonne, l'entraîne. Il a l'impression de flotter au-dessus d'un fleuve électrique et heureux. Alors, où allons-nous ? Cocktail party ? Banquet ? Conférence de presse ? Contrat pour des films ? Invitation chez la diva ? Oui, ce soir et puis demain, dans une succession sans fin de lumière, d'élégance, d'occasion. Quelle barbe ! Oui, mais, en même temps, quelle délicieuse flatterie du moi. La gloire. Certes, il a travaillé pour l'obtenir, pendant toute sa vie. Oh, après tout pas tellement, en y réfléchissant bien. Il a souffert aussi, pendant d'innombrables nuits solitaires. Le secret martyr de l'art, évidemment, refusé à la communauté des mortels. Mais, il faut bien l'avouer confidentiellement, si exaltant, plein d'orgueil, si commode, si honteusement facile, comparé aux douleurs authentiques de l'existence, comme les névralgies du trait jumeau, la jalousie amoureuse, les humiliations honteuses du cancer. Mais, c'est en cela,
et il pensa repousser le remords, que consiste justement le privilège de l'art, accordé par Dieu comme la grâce janséniste, mystérieusement, sans raison apparente à supposer qu'il y ait une raison. À pied, le soir, dans une rue inconnue et très belle de la ville étrangère, toujours entouré du petit groupe désireux de lui arracher un reflet de gloire, cette sensation vertigineuse et folle à la saveur si exquise. Les adolescentes, le grand éditeur, l'humoriste du New-Yorker, le célèbre mécène de Hambourg au visage de momie, le roi des invertis d'Île-de-France, deux étudiants à la barbe blonde, et puis, en queue, un peu à gauche, un type obstiné qu'il avait remarqué fugitivement pendant la funeste cérémonie. Un homme ni grand, ni petit, plutôt pâle, avec un vêtement sombre, absolument insignifiant. Absolument? Vraiment? Comme Joseph conversait sans y attacher grande importance avec celui-ci et celui-là, tout en jetant un coup d'œil autour de lui, l'homme se mit à agiter quelque chose de la main droite, comme pour attirer l'attention, un bout de papier, un billet, un opuscule, une plaquette de ses vers à lui, Zintra peut-être. Ils avaient été tellement traduits dans toutes les langues du monde. Et de temps à autre il appelait « Monsieur ! Monsieur !» mais avec discrétion toutefois. Un de ces maudits chasseurs d'orthographe et de dédicaces, voilà ce qu'il était. Que le ciel extermine cette engeance. Patient, l'homme le suivait pas à pas, jusqu'au moment où la nuit, qui s'était approchée à pas silencieux, s'abattit de tout son corps immense de ténèbres sur la ville et s'y appesantit, et les heures commencèrent leur galop impitoyable qui nous dévore, nous autres pauvres créatures sans défense. Du haut des tours qui se perdent dans les nuées, hautes et noires, s'égrènent les heures. Le moment qui disperse les joyeuses compagnies était arrivé, un à un. Ses amis lui citèrent bonne nuit, et Joseph de Zintra se retrouva devant la porte de l'ascenseur dans le hall du grand hôtel. Seul, parce qu'il s'agit d'un hôtel de luxe qui a la splendeur des couronnements, et l'ascenseur étincelle de vernis et d'or, tout comme le sourire du liftier, ravissant jeune garçon. Et aux étages supérieurs attendent les couloirs silencieux avec des moquettes de pourpre épaisses comme ça, les portes massives qui se ferment avec des soupirs réprimés, les lumières qui brillent, les salles de bain d'archiduchesse, toutes les douceurs matérielles qui parlent de puissance et de milliards à voix basse, en faisant allusion à de romanesques aventures, mais ici aussi, à certains moments, bien que ruisselant de gloire, bien que s'appelant le poète Joseph de Zintra, l'étranger ressent un désir sauvage. De quoi? De quelle chose? Il ne réussit pas à comprendre, et pourtant, de la tête aux pieds, il est malheureux. Avec cette espèce de trou qui s'élargissait en lui, Joseph de Zintra était sur le point d'entrer dans son appartement numéro 43 quand, dans la pénombre aristocratique, une ombre. L'homme de tout à l'heure, agitant de la main droite un bout de papier, un opuscule, qui sait quoi, vêtu d'un complet sombre et très insignifiant. « Excusez-moi, monsieur. » C'est ce qu'il a dit. Zintra se retourne pour le regarder. Et il sait, sans qu'il y soit besoin d'autres explications, il sait confusément. Ce n'était pas un admirateur importun, ni d'un collectionneur d'orthographes et de dédicaces, ni d'un reporter, ni un fat impertinent, ni un intrus indélicat. « Entrez, je vous en prie. » Lorsqu'ils furent entrés dans la chambre, Zintra put voir ce que l'autre lui tendit. C'était une enveloppe de papier blanc, rigoureusement semblable à celle que Sa Majesté avait remise, 7 heures auparavant, au poète. « Le comte, » murmura l'inconnu. « Le comte? Le comte de quoi ?» demanda Zintra, mais avec un pressentiment. « Je vous en prie, asseyez-vous. » Mais l'autre ne s'assit pas. Alors Zintra s'aperçoit que l'autre est beaucoup plus grand que lui, et qu'il a un visage puissant et fermé comme le coffre-fort des Rothschild. « Tu es le poète de l'angoisse ?» demanda l'homme parlait avec calme. « Ils t'ont appelé le maître de l'Apocalypse ?» Zintra en convint, intimidé. « Tu as parlé
en long et en large de peur, de cauchemars et de mort. Tu as fait pleurer des milliers et des milliers de créatures quand le soir venait. Avec tes mots tu déchirais, tu faisais souffrir. Tu as chanté les larmes, la solitude, le désespoir et le sang. Tu t'es complu aux choses cruelles de la vie, tu les transformais en art, comme vous dites. Ta mine d'or, c'était la douleur, et tu en as extrait célébrité, richesse, et aujourd'hui finalement le triomphe. Mais cette douleur ne t'appartient pas. C'étaient les autres. Tu les regardais, et puis tu écrivais. Mais avec compréhension, avec pitié, tenta de se défendre le poète. L'autre secoua la tête. C'est peut-être vrai, mais hélas, ici sur la terre, il y a une loi. Tout se paie. Et toi, moi, l'art est le plus dispendieux des luxes, et la poésie plus que tous les arts. Les pleurs et les douleurs grâce auxquelles tes vers devenaient des langues de feu, tu les as prises dans les malheurs des autres, et chacun de tes chefs-d'œuvre est une dette. Tu croyais donc avoir tout pour rien? Tu dois payer, et maintenant, mon cher, c'est le moment. Comment? Mais comment puis-je? Balbutiait-il. C'est là-dedans, dit le messager avec une certaine pitié. Et il lui tendit l'enveloppe. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Machinalement, il la prit, et l'autre disparut comme une ombre. Il resta là, immobile dans la splendeur du palace, l'homme heureux et fortuné qui faisait soupirer les femmes les plus étourdissantes et se tordre d'envie les hommes, le grand poète couronné et immortel. Il n'avait pas besoin, hélas, d'ouvrir l'enveloppe. Il savait désormais ce qu'il y avait dedans. Alors tout ce qu'il a passé son existence à décrire, et qui n'a jamais été vraiment sien, devint sa chose, la chair de sa chair. Tout d'un coup, ce qui a été sa vie jusqu'alors se défait, et se transforme en une fable lointaine et incroyable. Et il se moque pas mal de tout, de la gloire, de l'argent, des applaudissements, des honneurs. Il s'en fiche bien d'être un homme encore alerte et fascinant comme ils disent, et d'avoir derrière lui tant de jours de fête, et de se retrouver dans cette chambre d'hôtel qu'il n'aurait jamais osé imaginer auparavant. Une chose terrible et enflammée se tord dans sa poitrine. Haletant, il ouvrit la fenêtre. Il voit la ville immense qui avait de la peine à s'endormir, qui ne pensait plus qu'à lui et qui ne pouvait rien faire pour lui. Il faisait froid, l'air était brumeux, des mugissements assourdis comme ouataient des automobiles. D'en bas, des bribes de musique lui parvenaient, et il lui sembla reconnaître le St. James Infirmary, souvenir de sa jeunesse lointaine. Il se jeta sur le lit. Qui pouvait l'aider? C'en était fini pour toujours des choses tranquilles, honnêtes et sereines. Il s'aperçut qu'il sanglotait. C'était juste. Il comprenait que c'était juste. Mais jamais il n'y avait pensé. Fin.